Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode du Trèfle. Vincent au micro pour revenir sur l'intersaison du champion NBA 2024, à savoir les Boston Celtics. Pour ce faire, ce soir, nous sommes trois et nous accueillons Hugo. Salut Hugo, comment vas-tu ? Salut Vincent, salut Elias, salut à tous. Écoute, ça va, ça va. On essaie de regarder tant bien que mal la Summer League, mais c'est pas facile. C'est pas facile, on en reparlera, mais c'est dur pour tout le monde. Tous en cumulé, j'ai l'impression qu'on a vu à peine les 3 matchs, voire même pas les 3 matchs de notre équipe. C'est compliqué. Et on accueille Elias. Comment vas-tu, Elias ? Bah écoute, ça va super. Moi, pour mon premier podcast depuis le titre. Donc voilà, on célèbre encore. Hein. On est champion. L'équipe du Trèfle l'a pas complètement dessoulé a priori. Hein. Absolument pas. Voilà, ça va. Écoute, les JO à Paris, ça arrive, c'est le bordel. Mais ça veut dire qu'on va avoir du beau basket, donc c'est cool. Plus beau que la Summer League, effectivement, parce que c'est un peu un enfer à regarder, comme vous l'avez dit. Mais sinon, tout va bien. Nickel. Donc ce soir, tous les trois, on va revenir sur l'intersaison pas forcément passionnante de notre équipe, mais c'est plutôt positif dans le sens où il a pas fallu faire grand-chose, contrairement à l'année dernière, étant donné qu'on sort du titre. Donc tout d'abord, on va revenir sur la draft qui avait eu lieu les 26 et 27 juin. Les Celtics avaient le 30e choix et le 54e choix. Avec le 30e choix, les Celtics avaient sélectionné Baylor Scheierman et avec le 54e, Brad Stevens a choisi Anton Watson. Je vais lancer Hugo, parce que c'est un peu le spécialiste de nous trois sur les prospects. Donc si tu veux d'abord nous parler de Baylor Scheierman, je le connais pas encore bien. Et nous dire un peu qui est ce jeune homme, d'où il vient, ce jeune homme d'ailleurs, pas si jeune que ça, et un peu ses qualités défauts. Ouais, alors déjà pour Scheierman, je vous invite à écouter le podcast pré-draft qu'on avait fait, parce qu'on en parle largement. Pierre avait suggéré son nom parmi les potentiels joueurs qu'on pourrait drafter. Alors pour le présenter rapidement, c'est un plutôt poste 3, shooter. Même si sur la Summer League il fait pas mal d'écart, mais non, vraiment shooter, plus de je crois 900 tentatives à 3 points en college basketball, près de 40% de réussite en carrière en college, donc vraiment un fort shooter qui est capable aussi de faire pas mal d'autres choses. Il est de plus en plus fort, notamment dans la pénétration. Donc je pense que ça sera un bon joueur NBA. Alors il nous vient de Creighton, qui est une université du Nebraska, si je dis pas de bêtises, donc une bonne université qui forme pas mal de bons joueurs, pas foncièrement de grosses stars. Je pense que le meilleur joueur qui est sorti de Creighton, c'est Doug McDermott, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, Doug McDermott, c'est pour vous dire un peu le profil. Ça ressemble un peu à Scheierman. Je pense que Scheierman sera meilleur que lui. Mais voilà, c'est un peu ce genre de joueur-là, shooter, un peu moins unidimensionnel que certains autres. Je pense qu'il peut faire beaucoup de choses. Pas trop négatif en défense. C'est quelqu'un qui se bat, qui fait les efforts défensivement. Il fait un peu de tout aussi. Il est bon. C'est un bon passeur pour ancien quarterback. Donc assez bon passeur, bonne vision. Et il prend pas mal de rebonds aussi. Donc plutôt un joueur assez complet, mais surtout connu pour son shoot. Et ça, c'est très bien pour nous, parce que je pense qu'il fitera assez bien le basket proposé par Mazzulla, même si évidemment je pense qu'il jouera pas beaucoup la première saison, mais voilà, c'est un pari surtout sur pour ses 2-3e années de contrat rookie. Je pense qu'il sera intéressant à ce moment-là. Impeccable, nickel au niveau de la présentation. On a un panorama complet de ce joueur. Elias, je vais pas te demander de m'en dire plus. Par contre, le profil que te décrit Hugo, ça t'intéresse ? Tu te dis tiens, le choix il est pas déconnant par rapport à nos besoins, sachant que de toute façon on n'a jamais assez délié. Donc toi t'en penses quoi ?
Ouais, je pense que on parlera après du deuxième joueur, mais on a clairement drafté ce qu'on attendait. Ça me paraît très logique de prendre un 3 shooter, sachant, on en reparlera après, la situation contractuelle de Sam Hauser en plus qui va pouvoir peut-être donner des opportunités à un mec comme ça. Donc non, ça me paraît complètement logique. Aussi niveau structure de l'équipe, moi ça me paraissait très cohérent de piquer un mec au premier tour. Certains prédisaient que Brad allait refaire comme la saison dernière de trade down, tout ça. Et moi ça me paraissait plutôt logique de piquer au premier tour pour pouvoir bénéficier de ce que ça apporte, hein, au niveau du contrat, je veux dire, d'avoir un mec garanti sur 4 ans, c'est beaucoup pour un contrat rookie, c'est vraiment un gros bonus. Donc ça me paraît très logique et le profil du joueur aussi totalement cohérent avec ce qu'on veut faire, sachant qu'on a déjà Jordan Welsh qui galère un peu, qui est pas promis à grand chose. Enfin, on verra, mais ça permet d'avoir de l'assurance sur l'aile, ça me paraît très bien. Et donc le deuxième joueur drafté, il a comme point commun avec Baylor Scheierman d'avoir fait 5 ans à la fac également, donc c'est des vieux prospects on va dire, hein. C'est des joueurs qui ont 23-24 ans je pense, ou qui auront 23-24 ans à leur entrée en NBA. C'est Anton Watson, un poste 3-4 qui a fait 5 ans à Gonzaga. Vas-y Hugo, qu'est-ce que tu peux nous en dire, sachant que moi j'ai pas trouvé grand chose à me mettre sous la dent sur ce joueur. Alors c'est un bon joueur, c'est clairement on pourrait dire, c'est un winner en fait. C'est un mec qui a joué dans un programme qui a l'habitude de gagner et qui a contribué au succès de son équipe. Alors c'est pas forcément le joueur le plus flashy de l'histoire, hein. Même à Gonzaga, c'était pas un joueur très très flashy, mais c'est un mec qui va faire son travail en fait qui va faire ce qu'on lui demande. Après, j'ai du mal à voir un joueur NBA, franchement, en Anton Watson, à voir si on pourra le transformer, s'il pourra être ce connecteur qui était à Gonzaga en NBA. J'ai du mal à le voir. C'est plutôt un poste, pareil, poste 3. Je pense qu'il jouera plutôt 4 en NBA, si on prend les postes traditionnels. Mais voilà, vraiment un connecteur qui est pas mauvais dans tout ce qui est short corner, etc. Enfin, dunker spot pour Azad, pardon. Mais voilà, donc plutôt à l'aise là-dedans, sur du cut, etc. Pas foncièrement le meilleur attaquant, mais un joueur assez complet qui était un super joueur quand il était au lycée. Au lycée, c'était vraiment il était attendu comme un top joueur. Il a un peu déçu en college dans sa production individuelle, mais voilà, comme je l'ai dit, collectivement, c'était ça. Après, oui, comme tu l'as dit sur la Summer League, c'est pas bon, c'est moyen quoi. C'est moyen, donc on verra ce qu'il pourra donner, mais lui je le vois plutôt être un des leaders du main pour 1 ou 2 saisons, et à voir si, je pense qu'il sera touré contract pour au moins 2 ans, à voir pour la 3e année, mais voilà, je pense que ce sera pas, j'ai du mal à voir plus pour lui. C'est exactement ça. Faut savoir que Baylor Scheierman, il a signé son contrat rookie, donc il a 2 ans de garantie, et les 2 autres années dont parlait Elias sont en team option. Souvent elles sont levées par les équipes parce que c'est des contrats très très peu coûteux. Anton Watson, il a signé un two-way, donc il va faire partie ce sera un des 3 two-way, donc il risque de jouer l'énorme partie de l'année, voire même toute l'année avec en G-League, avec le main comme tu dis. Donc effectivement, très certainement on le verra pas de l'année sous le maillot des Celtics. Elias, est-ce que tu veux en dire un mot, ou est-ce qu'on passe à la suite? Dis-moi. Non, pas grand chose à dire, juste je pense pas que ce soit avec un pick 54 qu'on va renforcer ce poste-là. Je pense que ça va devoir passer par du trade ou de l'upgrade de l'intérieur. Je vois pas trop un futur pour un mec comme ça. Après, on peut être surpris, mais c'est rare que ça marche. Donc on verra peut-être effectivement en G-League si ça peut fonctionner, mais j'y crois rarement à ces mecs-là. En plus, c'est dommage parce qu'il y avait Bronny James disponible quand même. Donc. Ouais, il a été piqué juste après. On aurait peut-être pu récupérer le père. Mais le meilleur joueur de notre équipe a dit que c'était pas un pro, donc il ressemblait pas à notre pro, donc voilà. Donc voilà. Après, on peut dire qu'on sait pas qu'on est sévère, mais qu'on est un peu distant vis-à-vis des joueurs draftés. L'équipe est championne en titre.
elle a certainement le meilleur roster de NBA ou un des meilleurs. C'est vrai que c'est très compliqué de se projeter avec des rookies impactants dès l'année prochaine. Donc en fait, on est plutôt sur des projets, Hugo le disait tout à l'heure, sur leur deuxième, troisième, quatrième année de contrat. Donc bon, notre Anton Watson, on sait même pas si on le verra un jour sous nos couleurs, mais Baylor Scheierman, c'est très compliqué de le voir imaginer jouer des minutes de playoff dès l'année prochaine. Je lui souhaite, mais c'est vrai qu'on peut paraître un peu distant, mais on n'est pas une équipe focalisée sur la draft, ce qui est normal, compte tenu du statut d'outsider, de contender tous les ans au titre. Donc une fois que la draft a été passée, vu que la NBA c'est un grand cirque qui s'arrête jamais, tout de suite après on est passé à la free agency. Et notre free agency cette année, il faut d'abord avoir l'esprit qu'il n'y a eu aucun trade pour l'instant, et certainement qu'il n'y en aura peut-être pas, contrairement à l'année dernière où Brad Stevens avait été hyper actif. Par contre, il a prolongé, il a fait revenir des joueurs. Il y avait deux grands blocs pour moi dans cette free agency. Il y avait la question de notre secteur intérieur. L'année prochaine, Horford il aura 38-39 ans. Et Kristaps Porzingis sera absent une bonne partie de la saison, peut-être une moitié de saison. Donc nous avions trois candidats à un retour à Boston, à savoir Neemias Queta, Luke Kornet et Xavier Tillman. Personnellement, j'étais convaincu que sur les trois, il y en a deux qui reviendraient. Je pensais qu'on n'aurait pas forcément l'argent à dépenser sur les trois. Et surprise, très rapidement, on a su que les trois allaient revenir au tarif minimal ou pas loin du minimal. Luke Kornet, il revient pour 1 an. Xavier Tillman pour 2 ans, 2 ans garantis. Et Neemias Queta, il revient pour 3 ans, avec les années 2 et 3 qui seront partiellement garanties. Je vais lancer Elias là-dessus. Dis-moi ce que t'en penses des tarifs, du fait qu'ils reviennent tous les trois. Est-ce que t'es content? Qu'est-ce que t'en penses de ce premier gros move, entre guillemets? Voilà, on a 5 joueurs intérieurs, 5 pivots à faire jouer l'année prochaine, avec un très vieux, un absent un bon moment, et 3 au minimum. Ouais, alors je suis un peu mitigé parce qu'en même temps, purement contractuellement, c'est des très bons contrats. Enfin, Kornet et Queta, heureusement qu'ils prennent le minimum, mais honnêtement, Tillman, je pensais qu'il pouvait prétendre un peu plus. Je suis pas très haut sur le mec et le profil, mais je pense qu'il a de quoi. Enfin, défensivement, il a vraiment montré qu'il était très très bon. Je pense je m'attendais à ce qu'il atteigne plus autre part, donc c'est bien de le signer à ce montant-là. Après, je trouve que ça fait toujours un peu faible comme rotation derrière Porzingis qui est tout le temps blessé et qui est blessé pendant longtemps là, et Horford qui a l'âge de mon père. Donc je suis un peu mitigé. Après, c'est mieux que si on n'avait pas réussi à les garder, mais on a eu de la chance cette année. On a réussi à gagner avec un Porzingis à moitié là, à moitié pas là. C'est pas dit que l'année prochaine on ait cette même chance. Alors Horford il aura encore pris 1 an. J'aurais peut-être attendu un peu de mouvement, mais quand même, en même temps, on peut pas faire grand-chose. On peut pas assembler des contrats pour faire un trade à cause de la taxe. On peut, de la deuxième F1, on peut pas faire grand-chose, ouais. Donc c'est correct. Les contrats sont bons. Sportivement, c'est pas génial, quoi. À voir si Tillman peut s'intégrer mieux avec un training camp. C'est le seul point peut-être. Tillman avec un training camp qui est là depuis le début, mieux intégré, ça peut marcher. Mais j'attends de le voir quand même. J'estime que ma question était un peu bête, parce que te demander si c'est des bons contrats, vu que les 3 sont au minimum, ça peut pas être mauvais en fait dans les faits. Après, je te rejoins sur le côté sportif. Après, Kornet, il a déjà démontré sur 2 saisons qu'en régulière, il ferait le boulot sur des vraies minutes. Et Tillman, il est arrivé en cours de saison, il a le peu qu'on lui a demandé en play-off, il a répondu à peu près présent. Et Keita, quand on l'a vu, ça a jamais été cata. Et en plus, il a un profil un peu différent des autres, un peu plus dynamique et tout. Petite question, Hugo, à ton avis, lequel des trois, à ton avis, va être en début de saison, celui qui va rentrer le premier finalement? À ton avis, tu vois, si tu devais faire une hiérarchie entre les trois, ça donnerait quoi? Alors, je pense que ce sera Kornet, Oui. de par je vais pas dire son statut, mais son ancienneté, quoi. Je pense que Mazzulla aime beaucoup Kornet. À chaque fois, il manque pas de le répéter en interview, pardon. Donc, je pense que ce sera Kornet. Après, comme l'a dit Elias, si Tillman fait une grosse intersaison, s'il s'achète un shoot, etc.,
Peut-être que ce sera lui, mais j'ai du mal à le voir déloger Cornet dans la hiérarchie. Après, bon, je me permets de donner mon avis sur les trois aux signatures. Je suis quand même, alors je suis content qu'on signe Keita parce que je pense qu'il y a un vrai potentiel inexploité. Après, bon, Cornet, Tillman, personnellement, j'en aurais gardé un sur les deux. J'aurais gardé le profil le plus intéressant. J'aurais essayé d'en trouver un troisième avec un jeu un peu différent parce que là, finalement, on sait que les trois sont limités et bon, je je vois pas, enfin, en quoi les trois sont très utiles. Je pense qu'ils sont assez interchangeables en fait. Donc ouais, je suis assez partagé sur la nouvelle. Après bon, pour ce montant, évidemment, j'imaginais que personne donnerait plus à Cornet parce que à part à Boston, il a été moyen slash mauvais partout. Donc lui, je le voyais pas partir ailleurs, je le voyais pas prendre plus que le maximum. Tillman, je pense que en fait, il perd un peu ses playoffs. Beaucoup l'ont trouvé bon en défense, etc. pour les playoffs. Personnellement, j'ai trouvé que il était plutôt limité aussi. À chaque fois, je l'ai vu plutôt se faire manger. Et le dernier, donc, Keita. Keita, pour le coup, je pense que c'est un bon tarif, c'est pas mal. J'aime beaucoup le move de Keita. Après, bon, au global, si on met les trois côte à côte, je trouve ça assez moyen. Mais encore une fois, Brad connaît bien mieux le basket que nous tous, donc on va lui faire confiance. Après, faut avoir conscience que au minimum, un pivot qui est au minimum, bah ça reste un joueur moyen généralement. Tu vois. Je trouve qu'en fait c'est des mecs solides pour être au minimum en fait globalement. Et ils ont prouvé tous sur des toutes petites séquences, au moins grosses séquences en régulière pour Cornet ou petites séquences en play-off, que ça pouvait tenir la route. Et en fait, si on regarde toutes les équipes, tous leurs pivots au minimum, bah souvent ça va être moins bon que tous ces joueurs. Donc je pense que c'est ok, dirons-nous. Et tentant de dire que Luke Cornet a été mauvais partout, ça me fait de la peine. Sauf à Boston, tu l'as bien dit. Donc c'est factuel, hein, c'est factuel. Ouais, mais ça il me a été coupé partout. Heureusement qu'on l'a relancé, le grand Luke. En effet, en effet. Après, tirer à 3 points à New York quand même, hein. C'était un peu l'unicorne original. Eh ben, on espère que ça reviendra d'ailleurs. Mais... oui, on n'y croit pas, mais on l'espère. Je pense qu'on lui demande pas en plus, c'est ça le problème. Puisqu'on tente de sauter devant le panier quand les mecs ils essaient de tirer, c'est déjà pas mal. Et donc cette free agency, il y a pour moi voilà ce bloc du secteur intérieur, donc on a fait revenir tout le monde. C'est aussi simple que ça. Finalement, qui ne revient pas pour l'instant, il y a Oshae Brissett, a priori il reviendra pas, et il y a Svi Mykhailiuk qui ne devrait pas revenir également. On a eu les deux prolongations, on avait deux mecs très importants du groupe du titre qui étaient éligibles à une prolongation. Et Brad Stevens, il a fait comme John Hammond dans Jurassic Park, il a dépensé sans compter. Alors, a priori, il a quand même compté un peu, mais il a tout donné. Donc, Jason Tatum, 5 ans, 314 millions de dollars, avec une player option sur la 5e année. Et il a également prolongé Derek White pour 118 millions de dollars sur 4 ans. Donc on est super content parce qu'on garde deux de nos joueurs les plus importants dans la quête du titre et de la compétitivité pour au moins 4 ou 5 ans. Mais par contre, ça fait beaucoup d'argent investi sur notamment notre 5 majeur. Donc Elias, qu'est-ce que tu en penses de ces prolongations? Certains n'ont pas le choix. Qu'est-ce que ça implique pour éventuellement l'avenir? Dis-nous tout. Ouais, je vais commencer rapidement avec Tatum. Bon bah c'est évident, il y a absolument rien à dire. Je m'attendais pas à moins que ça. Pour l'anecdote, j'ai vu passer que l'agent de Tatum blaguait avec McZaren le soir du titre. Bon bah on peut signer l'extension maintenant. Donc c'est quelque chose de sûr. Il y avait aucun doute qu'il la signerait. Totalement logique et mérité. Hein. C'est à l'heure actuelle le plus gros contrat de l'histoire de la NBA, mais l'année prochaine ce sera Luka Doncic, etc. Plutôt, ce qui m'intéresse plus, c'est Derek White. Déjà, je me permets de te corriger, c'est qu'à 30, 126 millions, parce qu'il y a des bonus qui sont très probables. Ils considèrent que les bonus sont très likely. Okay. Ouais, donc c'est plutôt 126 millions, donc ce qui fait environ 18% du cap sur la première année, ce qui est en fait plutôt peu pour un mec comme ça. Quand il réfléchit, 18% du cap pour Derek White, franchement, c'est un plutôt très bon contrat. Il aurait pu attendre l'année prochaine pour tester la free agency et pouvoir signer pour beaucoup plus. Il l'a pas fait, il a choisi de rester, de prolonger. C'est très honorable à lui. Bon, il aurait peut-être c'était un petit peu un risque de tester la free agency. Il serait pas sûr d'avoir un contrat d'une équipe aussi grosse, mais quand même très bien. Merci à lui. Honnêtement, c'est
pour ça, c'est parfait de la part de Brad, de la part des propriétaires d'accepter. On en parlera après des implications, mais en tout cas, juste le fait que les contrats sont signés, c'est déjà énorme. On a une flexibilité sur le futur qui est super, et tous ces contrats sont bons. Et Derrick White, il sera évidemment échangeable si on doit le faire. Il y a aucun souci, donc vraiment contrat parfait. Je sais pas ce que Hugo en pense, mais on va même pas parler du terrain parce que c'est évident que Derrick White est parfait. On l'a vu. Moi, rien à dire là-dessus. Hugo, ouais, les deux prolongations te conviennent? Bon, Tatum, rien à dire sur la prolongation. C'est ce qu'on attendait, ce qu'on espérait aussi. En plus, il a déclaré vouloir faire toute sa carrière à Boston, donc vas-y, hein. C'est ce qu'on veut. Et pour Derrick White, en effet, très bon contrat. C'est bien de voir que finalement tout le monde tous les starters hormis starters slash core player quoi, hormis Horford et donc Hauser, mais on en reparlera un peu après, son lock pour plusieurs années. Ça c'est très bien. Non, super contrat, 18% du cap pour un quasi borderline All-Star, c'est très très bien. Donc non, franchement, rien à dire encore une fois, intersaison en tout cas encore une fois pour le corps le vrai corps de notre roster magistral de Brad Stevens. Donc pour l'instant, on peut pas rêver mieux. Ok, donc pour les prolongations, on est tous d'accord. Moi, je suis totalement aligné avec vous. Tout est ok. Il n'y a pas beaucoup le choix. À partir du moment où les propriétaires lui autorisaient à lâcher cet argent-là et à signer ses prolongations, c'était des no-brainers. Il n'y avait pas à réfléchir sans ces temps. Et je sais pas, Elias, tu peux me dire, White, c'était la prolongation max qu'on pouvait lui offrir, j'imagine. Oui, il me semble que je crois bien, suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est le max. Il me semble que en tout cas, on n'est pas bien loin. On va dire qu'on n'est pas bien loin. Ouais. Voilà. Donc, on est de toute façon. C'est finalement les négociations ont dû être assez rapides finalement. C'est-à-dire, moi, les gars, je veux que vous restiez. Je vous donne le max que je peux vous donner. Il n'y a pas dû avoir, comme tu disais, 10 000 tractations. Il a eu sa player option sur la dernière année. C'était peut-être le truc où il y avait et sur les bonus. Mais franchement, à mon avis, ils ont pas bataillé longtemps. La player option, tu parles pour Tatum ou pour White aussi? White, il en a une aussi. Ah, il en a une aussi, je l'ai pas vu. Ouais, je suis presque sûr. De ce que je regardais tout à l'heure, il en a une. Donc ils ont dû forcément négocier un peu ça, mais à mon avis, il n'y a pas raison de leur. Ça a bien marché, quoi. Il n'y a pas de souci. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est que notre roster, il est notre corps, comme disait Hugo, de joueurs qui vont jouer la majeure partie des minutes en playoff, il est signé long terme, mis à part Horford d'ailleurs. Mais sinon, c'est signé long terme, et finalement notre roster de 5 joueurs. Holiday, White, Brown, Tatum et Porzingis, c'est assez facile à lire parce qu'en fait on a 2 joueurs qui vont être à environ 35% du cap à partir de 2025-2026, donc pas l'année prochaine, l'année d'après, et 3 joueurs qui seront à environ 20% du cap. C'est très lisible. Par contre, ce qu'on peut constater avec des maths très simples, c'est qu'on aura 130% du cap qui sera distribué sur 5 joueurs, alors qu'il en faut au moins 13 ou 14 dans le roster. Très clairement, certainement qu'à partir de 2025-2026, toutes ces prolongations, Holiday, Porzingis, Brown, Tatum et donc maintenant White, vont imposer le general manager et ou les proprios à un sacrifice sur 1 ou 2 contrats. Elias, est-ce que tu veux nous en parler de ce que ça peut impliquer long terme, cette construction avec 5 énormes contrats, on va dire? Ouais, alors pour que les gens comprennent, théoriquement, ça va coûter très cher, mais c'est possible de garder cette équipe comme ça. En 2025-2026, j'ai regardé, on a une taxe qui serait environ 140 millions. Donc c'est beaucoup d'argent. Faut savoir que les Warriors, au moment où ils gagnent leur dernier titre, je crois que c'était 170 millions qu'ils payaient en taxes. Donc c'est faisable, c'est payable. Les Celtics, ça génère énormément d'argent, moins que les Warriors parce qu'ils sont pas propriétaires de leur stade, donc ils gagnent moins d'argent, mais ça génère quand même énormément d'argent. Donc théoriquement, les propriétaires peuvent payer. Après, il y a quand même un petit signe qui montre que peut-être que les propriétaires sont pas prêts à payer, c'est que l'équipe est en vente. Oui, Grosbeck, le propriétaire principal, mais c'est pas en vente. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à payer une aussi grosse taxe? Je suis pas convaincu. Déjà la saison prochaine, ça va coûter presque 70 millions, donc c'est déjà beaucoup d'argent. Et là, c'est sûr qu'ils vont les payer, ils peuvent pas s'en sortir. Pour la saison d'après, théoriquement, ils peuvent s'en sortir en effectivement, comme tu le dis, échangeant 1 ou 2 joueurs.
Dans la construction, ce qui peut être fait, c'est un peu varié. Ils peuvent choisir de se séparer juste de Jaylen Brown, ce qui permettrait de à peu près pour revenir pas à zéro, mais de payer un peu de taxes, mais je pense que ce serait pas, enfin j'ai pas des chiffres sous les têtes. Alors, Et je pense que juste Jaylen Brown, ça peut Jaylen suffire. Brown contre un contrat à 30 millions, t'économises 25, t'es sous la seconde apron déjà. Tu peux même échanger Jaylen Brown contre rien du tout, l'envoyer dans du cap space d'une équipe et prendre 2 pics en échange et voilà. Ça c'est aussi possible. Après, je pense que c'est très peu probable. C'est aussi possible que par exemple on fasse un trade genre Jrue Holiday plus Kristaps Porzingis contre un mec pareil en construction d'une équipe qui a du cap space. Enfin, il y a des constructions possibles. Ah non, on pourra pas faire ça d'ailleurs parce que on pourra pas agréger leur salaire. Donc on pourra pas mettre 2 salaires en même temps. Mais bref, il y a des possibilités, mais ce sera que en tradant un si c'est Jaylen Brown ou Jaylen Tatum, mais ce sera Jaylen Brown dans ce cas-là, ou 2 des 5 mecs. Voilà, on le souhaite, on l'espère pas. On espère que les proprios sont prêts à payer parce que encore une fois, c'est possible. Ça veut dire parce que s'ils payent, ça veut dire tous ces contrats-là et que des contrats minimum, sauf les potentiels mecs qu'on signe avec des bird rights, donc que ce soit des mecs qu'on a draftés. Je pense que Al Horford, on pourra encore le signer avec des bird rights, mais il aura 41 ans, donc voilà, ça commencera à être un petit peu difficile. Pritchard sera encore sous contrat, et je crois que le mec qu'on a drafté cette année, théoriquement, sera encore sous contrat, et peut-être Jordan Welch la dernière année. Et il y aura effectivement, ou pendant cette intersaison ou pendant l'année, la question d'une éventuelle re-signature de Sam Hauser. Donc il faut avoir à l'esprit que si on le re-signe, Sam Hauser à l'heure actuelle, il gagne 2 millions de dollars. Donc s'il prend beaucoup plus, beaucoup plus, 8, 9, 10, 11, 12, c'est des dollars qui vont coûter très 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 cher en taxes supplémentaires à l'équipe. Donc je veux pas être pessimiste pour Sam Hauser, mais j'y crois pas du tout au fait qu'il puisse revenir. Déjà premièrement parce que lui, il peut prétendre à un bon contrat. On en parlait tout à l'heure en off avant de commencer, mais pour moi, il peut facilement aller chercher au moins une taxpayer MLE, donc l'équivalent, ça va être 10 millions la saison prochaine, je pense à peu près. On peut pas lui donner ça, enfin on peut, on a ses droits, mais ça veut dire, faut savoir que là on va payer la taxe, donc $1 sur $1, plus après la repeater tax en 2025-2026, donc sur son contrat, si on le signe à 10 millions, il en coûterait 30. Même peut-être un peu plus. Donc ouais, je crois que c'est quelque chose, je crois que c'est 2, et quelques, bon, bref, ce serait énorme. Encore une fois c'est possible, mais au bout d'un moment ça veut dire brûler de l'argent illimité. J'y crois pas. Je sais que plusieurs personnes, plusieurs journalistes ont l'air de dire en off que qu'il y a quand même un petit côté, peut-être qu'on arrête de dépenser du côté des propriétaires. Donc on verra. Je suis pas inquiet parce qu'on a déjà gagné notre titre et qu'on peut en gagner un la saison prochaine, mais ça va clairement être un point en suspens pour la off-season prochaine, quoi. Et Hauser, j'y crois pas. Hugo, quand t'as appris que la franchise était en vente, d'ailleurs du coup c'est une vraie info qu'on vous donne, si vous avez 2-3 économies, a priori ça va se négocier entre 4,5 et 5 milliards de dollars environ, donc allez toquer à la porte de Wick Grousbeck si jamais vous êtes intéressé. Toi Hugo, quand t'as appris que c'était en vente, ça t'a surpris j'imagine, en tout cas moi j'étais surpris, et t'en as pensé quoi? Ça te fait peur? Est-ce que tu étais pas attaché à ses proprios, mais en tout cas quand il a fallu payer la taxe, quand ils ont eu des équipes compétitives, ils ont pas hésité, donc t'en as pensé quoi? Voilà. Comme toi, j'étais assez surpris. Après, j'ai direct pensé à Elias, je me suis dit putain, mais enfin il verra plus Vic porter le trophée en premier, donc il devait être content. Mais non, sinon je me suis dit que faudrait que le trèfle vende pas mal de hoodies pour qu'on puisse se payer les Celtics. Donc c'est chaud. Ouais, on part de loin. On part de très loin encore une fois. Mais non, sinon, alors je suis pas spécialement attaché à ces proprios-là personnellement. C'est vrai que Vic, pour le coup, alors il a ses défauts, etc. C'est vrai qu'il parle beaucoup trop pour le proprio qu'il est, etc. Mais c'est quand même une personnalité qui est assez attachante. On sent que c'est un mec qui aime la franchise. Peut-être un peu trop parfois au point de vouloir trop se mettre en avant, mais on sent que c'est quelqu'un qui aime la franchise, donc ouais, pas attaché, mais c'est vrai que c'était bien quand même d'avoir un proprio qui est vraiment fan de la franchise. Donc après on verra qui le remplacera, on n'est pas dans le secret des dieux, on verra bien. Maintenant si alors c'est pas Vic directement d'ailleurs qui
qui vend la franchise, c'est sa famille en fait qui a décidé de vendre. Donc c'est pas lui directement qui a pris la décision. C'est ce qu'il a dit après en interview. Mais voilà, si la famille a décidé de vendre, c'est comme le dit Elias, qui sont pas capables de soutenir finalement le rythme, enfin comment dire, les taxes, enfin les taxes à payer, ils sont pas capables de les assumer. Et donc finalement la meilleure solution pour tout le monde, c'est de vendre la franchise, parce qu'aujourd'hui on est dans un système où malheureusement si on paye pas les taxes, on peut pas être compétitif. Et si en tant que supporter on veut une équipe compétitive, on veut que Boston lutte pour le titre, il va falloir un changement de proprio, il va falloir quelqu'un qui soit capable de payer la taxe pour plusieurs saisons, enfin voilà, payer la repeater tax, quoi, voilà, être capable de chaque année dépenser de façon exponentielle pour qu'on puisse jouer le titre. Visiblement c'était pas les grosses becs, donc ouais, on va dire que c'est assez surprenant, mais c'est une bonne nouvelle si on se place vraiment du point de vue fan qui veut que l'équipe soit compétitive. Je pense que la famille Abondo, alors on va rien leur reprocher, en 20 ans ils ont ramené 2 titres, je crois que ça fait à peu près 20 ans qu'ils sont propriétaires, ils ont ramené deux titres, donc on va rien leur enlever. D'un point de vue business, ils sont en train de faire un coup exceptionnel, ils ont acheté ça 360 millions de dollars, là l'équipe est championne, il y a des actifs joueurs exceptionnels, alors même si les taxes à venir elles font peur, la bascule financière et le business qu'ils font, il est proprement exceptionnel. Donc je pense que leur passion s'est arrêtée au dernier quand ils voient combien c'est évalué et combien c'est vendu les Charlotte Hornets il y a moins d'un an ou il y a un an. La passion a dû vite prendre fin. Donc voilà, on leur enlève rien, mais c'est certainement une décision familiale, il a bien raison, mais je pense que le business, ils vont pouvoir s'amuser à faire plein d'autres choses à côté avec ce qu'ils vont récupérer. Super, bon, on a parlé beaucoup de sous, parce qu'on aime ça, c'est l'intersaison, c'est le moment des sous. Dites-moi, ça a commencé, on a vite parlé. Quelques mots sur la Summer League. Hugo, si tu veux te lancer, si tu as 2-3 petits trucs que tu as retenus, des quelques cartons que tu as pu voir, que tu as réussi à supporter à voir pour tes pauvres yeux, dis-nous tout. Bon, écoute, déjà, je voudrais pas faire de sponsor, mais merci à Doliprane d'exister, parce que quand je vois la Summer League, waouh, franchement, c'est une catastrophe, c'est horrible c'est horrible à voir. Donc non, bah ce que j'ai retenu, assez désagréablement surpris de chez Herman pour l'instant, que je trouve pas au niveau que j'attendais. Je le voyais vraiment être meilleur, faire des cartons, etc. Là, il est bon dans le jeu, mais il est pas non plus flamboyant. Sinon assez content des progrès de certains autres, notamment Keita qui bon, alors là je crois qu'il a pas joué le dernier match visiblement, mais les premiers matchs, ces 2 premiers matchs sont vraiment bons, donc ça c'est très intéressant. Et après sinon bon, pas grand chose de plus à dire. Je suis bien content d'avoir Jamias Ramsey dans l'équipe de Summer League. C'était un de mes chouchous quand il était à Texas Tech, un de mes chouchous de sa draft. Je pensais que ça serait le gros style de sa draft. Malheureusement, il a échoué à Sacramento et il a jamais vraiment pu prouver en NBA ce qu'il avait montré en college. Donc, je crois qu'on n'a plus de contrat ouvert malheureusement. Donc, ce sera pas chez nous, mais je pense que qui pourrait intéresser une équipe pour un two-way contract ou même pour aller en Europe. Donc voilà ce que je retiens, pas grand-chose au global. C'est franchement franchement c'est vraiment le truc qu'on regarde si on fait une insomnie et je souhaite à personne de voir ça. J'ai lu sur Twitter passer des gens qui s'inquiètent un peu du manque de progrès flagrant de J.D. Davidson. Je pense qu'il aura jamais sa chance parce que il a quand même fait 2 ans de J-League là. Et certains s'attendent à ce qu'il domine en Summer League et c'est pas vraiment le cas. On avait eu un premier bon match de Springer, du coup il a pas joué les matchs 2 et 3, je sais pas s'il y a une raison particulière, mais il avait plutôt été bon sur le premier match, c'est un peu dommage parce que ça, parmi les meneurs, ça pourrait être un peu le 4e larron, je pense, hein, vu qu'il est sous contrat et on l'a récupéré à la trade deadline l'année dernière. Et Elias, on en parlait tout à l'heure en off, un Jordan Walsh en difficulté. Et moi, le peu que j'ai vu et que j'ai entendu en interview, je l'ai senti
avec une espèce de pression, comme si c'était pour lui le moment de se montrer, pour essayer de gratter quelques minutes en régulière. On sent que le mec est sous pression et du coup, bah, c'est pas fantastique. Je sais pas si toi tu peux nous en dire plus, mais ça avait pas l'air foufou. Ouais, alors déjà je vais pas vous mentir, hein, moi je suis un analyste, je suis pas un mec qui dort pas, moi je dors, donc je regarde pas trop la Summer League. J'ai regardé un petit peu des résumés et des articles, etc. Et c'est vrai que Jordan Walsh, il a pas l'air en forme, il a l'air effectivement dans ses déclats, etc. Un peu sous pression. Je pense qu'il sait très bien que c'était un peu son moment de se montrer, parce qu'il sait qu'il aura pas énormément d'occasions avec cette équipe malheureusement pour lui. Euh, voilà, ça a pas l'air de fonctionner. Je pense qu'il se met trop la pression pour être un scoreur, ce qu'il n'est pas, hein, ce qu'il ne sera jamais. Et du coup, ça fait qu'il se concentre pas bien sur le reste de son jeu, et c'est dommage. Après, des autres joueurs, c'est vrai que le premier match de Springer était vraiment très intéressant. Springer, il est en même temps trop fort pour les Summer League et pas assez fort en attaque pour la vraie NBA. Donc, je pense que le mec, il sera bon en Europe dans sa carrière, mais j'ai du mal à le voir vraiment exploser en NBA. C'est dommage pour lui parce que c'est vraiment un excellent défenseur, mais le côté du terrain, ça suffit pas. Et sinon, juste petite salutation quand même à Kylian Tilly qui fait une bonne Summer League avec les Celtics, hein, qui revient de plusieurs blessures à chaque fois. Ça fait plaisir de le voir jouer. Je me suis surtout concentré sur lui quand je regardais les quelques moments que j'ai regardé. Je voulais le voir jouer lui. Voilà, il est correct. Il a fait un bon match cette nuit, donc c'est cool. Mais sinon le reste effectivement pas très intéressant. Ça m'a fait rire de voir le fils de Joe House jouer. J'ai vu un tweet passer qui disait qu'il jouait comme s'il avait bu 3 canettes de Red Bull et c'était vraiment vrai. Il court partout, il est un peu fou, c'est drôle. Mais voilà, dans la Summer League, pour une équipe qui vient de gagner le titre, on s'en doutait, c'est pas très intéressant. Je rebondis sur ce que tu disais sur Kylian Tilly. Hugo, tu nous parlais tout à l'heure de nos 3 pivots au minimum là qui étaient un peu interchangeables, un peu dans le même profil. Un profil non blessé d'un Kylian Tilly qui tire à 3 points de manière, j'ai l'impression assez fluide et correcte. Ça t'aurait intéressé en termes de profil, plus un mec qui space parmi nos 3 intérieurs remplaçants au minimum, ou c'est à ça que tu pensais tout à l'heure quand tu parlais de profil, ou pas plus que ça? Ouais, moi, Kylian Tilly, ça m'intéresse beaucoup. Après, pour le coup, Kylian Tilly, je l'ai pas trop vu, moi, parce que je pense que c'est, quand il commençait à jouer, c'était les instants où je piquais du nez, je pense. Donc, j'ai vu j'ai vu le premier match de Kylian Tilly où il a pas été flamboyant. Je crois qu'il a été un peu meilleur sur le deuxième contre les Lakers. Si j'ai bien lu, enfin, parce que j'ai pas regardé tout le match contre les Lakers, parce que la première mi-temps était vraiment assez chiante à voir. Mais non, Kylian Tilly, très bon joueur. Après, pour le coup, lui en fait tout dépend de sa santé. Mais c'est vrai que, d'ailleurs je dis une bêtise parce qu'il me semble on a toujours un two-way d'ouvert. Si éventuellement on peut signer sur un two-way et voir si il peut être en bonne santé, pourquoi pas. En tout cas, le shoot est très pur. C'est sûr, c'est que le shoot est pur et c'est pris avec confiance et on sent que c'est un mec qui peut artiller de loin. Hugo, je te redonne la parole, dis-moi. Non, c'est vrai parce qu'on n'a pas évoqué dans les grandes largeurs, mais le cas de Sam Hauser est quand même un petit peu intéressant parce que on a eu des rumeurs de resignature, enfin de prolongation. Au global, alors sauf erreur de ma part, on n'a pas eu de plus en plus nouvelles, plus d'informations. Mais je pense que, en tout cas, si c'était en tout cas pour ma part, je pense que ce serait une grosse erreur de le prolonger sur un contrat, sur le contrat qui, je l'imagine, serait aux alentours de 10 millions. Je pense que ça serait vraiment trop cher pour le joueur qu'il est. Enfin, pas, c'est un joueur qui mériterait cet argent-là, mais pas dans notre situation. Donc, ouais, juste pour mentionner son nom un peu plus largement. Ouais, du coup, t'es comme Elias, parce qu'Elias en parlait tout à l'heure, donc lui, il imagine aussi les 10 millions, et donc Elias, toi, t'étais pas optimiste pour nous, toi, Hugo, tu penses qu'il faut pas qu'on lui donne, donc ouais, on pense, il est fort probable qu'on le voit encore cette année, être super important, mais potentiellement, il était éligible à une extension à partir du 9 juillet, donc il y a encore beaucoup de temps, mais loin d'être gagné pour revoir Sam encore beaucoup d'années sous notre maillot. Merci messieurs, on a fait le tour de l'intersaison.
Au niveau du trèfle, on va se retrouver pour des focus, j'imagine, à l'intersaison. Là, pendant le mois de fin juillet, début août, il y aura des petits focus sur divers joueurs, éventuellement. Voir coach ou mec du front office. Merci à tous les deux. Une bonne soirée. À bientôt. Merci, salut. Bisous. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams checked out.